Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 16 septembre 2024, il est midi en France et 19h au Japon. On est, une fois n'est pas coutume, lundi, on part sur une lundinale cette semaine et on est ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Griffes Noires à l'exception de toutes les autres. Émission durant laquelle on va faire un petit tour de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines pour en dégager tendance et autres dispositif, vous le savez, le tout sur fond de bande originale d'animé. Je profite de cette introduction à l'émission pour vous rappeler que si vous appréciez mon travail au-delà du soutien financier, puisqu'il est possible d'apporter via ma page Patreon, dont le lien est en description, je vous invite, ça prend vraiment quelques secondes, à laisser des évaluations, notamment sur les plateformes de podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer et partout ailleurs. C'est le meilleur moyen de faire connaître l'émission au plus grand nombre. Et si je vous le rappelle maintenant, c'est qu'en ce moment, j'ai commencé à contacter pas mal de monde pour mener des discussions en seconde partie d'émission. Et vous savez comme moi qu'une certaine partie de ces interlocuteurs et de ces interlocutrices ont besoin d'avoir des chiffres plus conséquents que ceux que j'ai actuellement pour être convaincu de venir discuter ici. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, si vous avez quelques secondes, ça m'aiderait énormément pour la suite et pour vous proposer toujours plus d'invités, même si celles et ceux qui ont déjà dit oui sont déjà de très grande qualité, je les remercie. Bref, nouveau numéro de l'émission, 63e numéro, intitulé très longuement cette semaine. Les gens, il ne faut pas perdre espoir les gars, le match vient à peine de commencer. À voir leur stratégie de jeu, c'est bien simple, tout tourne autour de Mark Lenders. C'est lui leur chef d'orchestre, alors que nous, c'est complètement différent et pour cause. Notre arme, c'est le jeu collectif dont nous nous servons, alors faisons bon usage de celui-ci. Puisqu'on passera un bon moment, les gens, à parler du grand retour, un rien controversé, de Linkin Park, ce groupe majeur des années 2000 qui a été un support absolument fondamental pour toute une génération à laquelle je m'inclus plus que de raison. Un retour placé sous le slogan scandé à plusieurs reprises dans leur nouveau titre The Emptiness Machine, Be Part of Something, faites partie de quelque chose et c'est précisément de ça dont on parlera aujourd'hui et pas de la façon dont vous l'imaginez. Bienvenue dans Soft Power. On parlera également de la sortie de Warhammer 40K Space Marine 2, le premier Warhammer 40K du studio Saber Interactive après sa revente par le groupe Embracer. Warhammer 40K, un jeu tout doux, tout mignon, où vous allez claquer des lames d'épée chaîne dans la tétasse et dans les entrailles de tout ce qui bouge pour protéger l'Imperium de l'humanité. Un tyrannide, bam! Il n'y a pas les lettres plafond dans le carton, bam! Bref, la douceur, les gens, évidemment, de la part d'un jeu que certains ont rapidement voulu qu'il soit plus qu'il n'est réellement. Vous verrez ça. Une fois n'est pas coutume, on écoutera également un petit peu de musique cette semaine, ou en tout cas, on fera bien attention d'avoir les droits de le faire, comme aurait peut-être dû le faire lui-même Donald Trump à 134 reprises lors de son utilisation du titre Hold On, I'm Coming d'Isaac Hayes lors de ses rassemblements politiques. Isaac Hayes, dont la succession est passée à l'attaque il y a quelques jours pour en interdire l'utilisation, et ça a marché. Top. Oui. Sauf que c'est peut-être une bonne nouvelle en trompe-l'œil, on en reparlera. On installera tranquillement tous et toutes ensemble le nouveau patch du jeu Baldur's Gate 3, le grand jeu de l'année 2023, qui la semaine dernière s'est offert son patch numéro 7 avec son lot de correctifs de bugs, de nouvelles cinématiques, d'améliorations de certaines parties du jeu, mais surtout de l'arrivée officielle des mods sur le jeu. Et ça tombe bien puisque ce sera l'occasion de revenir sur ce qui est à l'origine de toute une culture de l'internet. On s'intéressera également aux premières images de Wolfman, le nouveau titre de Les Whannell, le remake du film original culte de 1941, mais aussi peut-être le retour en grâce d'une figure bien mal aimée des films de monstres et de leurs critiques, le loup-garou. On discutera précisément de quel est l'enjeu de ce côté-ci de ce nouveau Wolfman. Mais les gens, allez, trêve de mondanité comme dirait l'autre, je vous propose d'attaquer l'émission proprement mais sûrement avec la bande-annonce de la semaine et il va falloir en faire du chemin pour en arriver au bout. Alors soyez préparés, enfilez vos crampons, faites chauffer vos piolets, serrez votre baudrier et glissez vos barres protéinées faites maison. Lait d'amande bio, beurre de cacahuète, miel, noix de pécan et protéines isolates, vous le savez, dans votre poche. Il en faudra des gens, des ressources pour arriver au bout de l'ascension du plus grand vlog du monde. Il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Regarde, on a un problème, je crois. Quoi? On a changé. Ouais, c'est le bordel.
avec vous. Merci, maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Et t'auras fait une ascension magnifique. « 200 000 places vendues, les gens, 200 000 places vendues pour sa sortie en salle, 11,6 millions de vues en moins de 24 heures, mettant au passage une claque au précédent record détenu par ODD du groupe PNL. S'il y en a bien un qui a gravi les sommets de YouTube France avant-hier, c'est bien le youtubeur Inoxtag avec sa vidéo sobrement baptisée Kaizen. Kaizen, sans doute la mort en espagnol, mais surtout le changement pour le meilleur, l'amélioration en japonais, afin de couvrir les quasi 2h30 de vidéos d'une interminable ascension des 8849 mètres du mont Everest. 2h30 pendant lesquelles Inoxtag va se vloguer plus personnage de shonen que jamais, oscillant constamment entre doute et motivation, entre échec et réussite, sur fond de grandes nappes au piano, de plans drone à ras de montagne, de slow motion magnifiques en travelling sur des couchers de soleil dont chacun d'entre eux seront mes futurs fonds d'écran, c'est déjà décidé, et bien sûr d'une myriade de citations, de bons gros motivational posters des années Skyblog en mode « Même si tu vois la montagne, elle est tellement haute, elle est impossible à monter. Bah, petit pas par petit pas, tu peux la monter. » Oui. Et autres, dans la vie, il n'y a rien qui se fait tout seul. Si. Les renouvellements d'abonnement Amazon Prime, par exemple. Mais soit. Alors, comment on fait pour parler de Kaizen sans se faire ensevelir de commentaires de soutien et de critiques d'Inoxtag? Bah, Alex, on fait une émission qui n'est pas regardée par grand monde, ça aide. Oui, c'est vrai, mais plus sérieusement, comment on fait pour parler d'un tel projet à quasi 1,5 million d'euros de budget, copieusement arrosé par Nike, par Deezer, par Orange ou encore par les produits laitiers? Parce que, pourquoi pas, projet immense avec ses 1 an de préparation, produit par une équipe talentueuse, Basile Monod à la réalisation, Emilien Pernaut à la musique, Jordan Manoukian à la photo et j'en passe. Et comment on fait pour ne pas se faire simplement la chambre d'écho un peu nulle qu'on a pu beaucoup entendre ces dernières heures entre ceux qui se sont empressés de mettre de côté toutes les interrogations réelle qu'implique le projet Kaizen pour mieux se concentrer de surapplaudir des trois mains les réussites entrepreneuriales et personnelles d'Inoxtag dont ils aimeraient sans doute être les dignes successeurs, et celles et ceux qui d'un autre côté se sont donné pour mission de bâcher en un temps record le travail de dizaines de personnes en réduisant le projet Kaizen à un pur ego trip inacceptable d'un youtubeur de 22 ans, se refusant alors de faire tout travail critique un peu conséquent autour du documentaire en question, ce que je comprends un peu en vrai, mais en même temps les sujets brassés par ce Kaizen sont au moins aussi vertigineux que l'ascension de l'Everest elle-même. On pourrait bien sûr parler, comme on a déjà pu le faire plus en détail dans un ancien numéro de l'émission, de la tendance grandissante à la diffusion de vidéos YouTube à plus ou moins gros budget par ailleurs en salle de cinéma, notamment par le biais de MK2, d'ailleurs société de production pour Kaizen, il n'y a pas de hasard. On pourrait parler de comment précisément Kaizen est un témoin spectaculaire, voire un symptôme spectaculaire de la course aux superproductions sur YouTube avec son lot de burn-out à la clé, et c'est probablement pas un hasard que suite à son ascension, Inoxtag a déserté les réseaux pendant plus de 6 mois. On pourrait et on devrait sans doute rappeler aussi les évidentes problématiques écologiques, sociales, largement entraînées par le développement du tourisme autour de la grimpe de l'Everest, dont la monétisation, la déshumanisation du travail, la perte d'autonomie des communautés locales et l'enfermement des ressources communes dans des actifs commercialisés et exploités par l'industrie du tourisme sont largement documentés depuis des décennies. Petit aparté d'ailleurs, puisqu'il faut bien le rappeler, c'est bien la crise de la précarité locale qui oriente les travailleurs et les travailleuses vers un travail à risque dans l'industrie mondiale de ce tourisme d'aventure, et ce sont précisément les acteurs touristiques puissants qui peuvent affaiblir l'environnement réglementaire et la capacité collective des travailleurs locaux à résister à l'exploitation dans la continuité par ailleurs d'un tourisme de haute montagne qui s'est développé historiquement comme exploit colonial. Je vous mets un très chouette article en description à ce sujet si ça vous intéresse, et c'est ce qu'on observe notamment pour le tourisme de haute montagne dans l'Himalaya, où la précarisation toujours croissante crée des conditions d'instabilité et d'insécurité pour les plus vulnérables qui sont au passage totalement invisibilisés. Et invisibilisés, ils le sont aussi dans Kaizen, si on voit régulièrement les Sherpas qui accompagnent le groupe,
On les voit en revanche jamais à l'œuvre, jamais au travail, alors que c'est pourtant un enjeu tout à fait central. Il faut rappeler que près de la moitié de toutes les personnes décédées sur le mont Everest étaient des travailleurs népalais, soit des centaines de travailleurs locaux. Bref, fin de l'aparté, les gens. On aurait pu parler aussi de Kaizen, tout simplement pour ce que l'œuvre représente dans la vidéographie d'Inoxtag, dont le parcours mériterait une émission à lui seul, tant il y aurait des choses à dire. On aurait pu parler bien sûr de Kaizen d'un point de vue esthétique, de ce que l'œuvre est au vlog, de ce qu'elle est au documentaire, ou de ce qu'elle est au film d'aventure, ou aux trois en même temps. Mais puisque tout ça a déjà été dit et bien mieux que je ne pourrais le faire, je vous propose de parler quelques secondes d'un des aspects de Kaizen qui m'a le plus sauté aux yeux et aux oreilles et sur lequel j'ai vu que très peu de retours, à savoir que le documentaire me paraît être un brillant représentant du passage dans les années 80 d'une ascension de l'Everest, majoritairement financée par des gouvernements, des sociétés géographiques comme la Royal Geographic Society ou des entreprises qui avaient au moins un intérêt public apparent, à une ascension individualiste du mont, se détachant des objectifs nationaux, d'un idéal humain pour se justifier pour des raisons personnelles, désormais majoritairement financées par des organismes privés, appuyés par l'amélioration des technologies d'alpinisme et des équipements, mais aussi de leur accessibilité, par les progrès dans les moyens de communication et du transport qui ont facilité l'organisation d'expéditions privées, par l'émergence de nouveaux riches au milieu des années 50, mais aussi par la médiatisation de plus en plus grande de l'Everest, symbole de prestige et de réussite personnelle. L'ascension de la plus haute montagne du monde est en quelques décennies devenue à la fois le summum d'un soi néolibéral, où autant le champion sportif que le chef d'entreprise sont devenus des modèles à suivre, que la performance ultime, la plus ardue, plus grande preuve absolue de vitalité, dont la réussite est littéralement vendue comme sociale, voire sexuelle. Souvenez-vous de cette publicité du début des années 2000 de Novartis avec Ryan Bendixen. Si vous l'avez oublié, c'est pour moi cadeau. Bien sûr, l'ascension de l'Everest a toujours coûté des pesetas, mais la manière dont cet argent est obtenu, par qui et pour quelles raisons, sont autant de facteurs qui ont modifié idéologiquement et matériellement les relations des alpinistes à la montagne, notamment dans le sillon de Dick Bass, ce riche industriel qui connaissait peau de balle en alpinisme de haute altitude et qui, précisément, avait payé pour être guidé jusqu'à l'Everest dans les années 80. C'est lui qui a ouvert la voie, notamment. Pour la petite histoire, Dick Bass avait dû s'y reprendre à plusieurs fois et pour arriver au sommet, il avait été guidé par David Brecher. David Brecher, c'est le réalisateur du film IMAX Everest, qui, en plus d'être devenu le documentaire IMAX le plus rentable de l'histoire, est un film qui a largement participé à la fin des années 90 de l'imagerie d'un Everest comme expérience symbolique, les gens. Une expérience symbolique qui pouvait être celle du public en salle, une expérience de moins en moins dépendante d'une rencontre immédiate et réelle avec la montagne, une expérience toujours plus individualisée, puisque l'Everest, vous l'avez bien compris, c'est désormais toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Et pour répondre à cette dispersion et cette privatisation des symboles de l'Everest en même temps que le sommet se transformait en un produit disponible à la vente, les alpinistes se sont transformés eux aussi en partie en marchandises, tentant de vendre certains aspects de leur identité pour continuer d'attirer des sponsors. C'est pourquoi il est aujourd'hui difficile d'imaginer une ascension sans assistance, non seulement en raison des difficultés physiques à une telle altitude bien sûr, mais aussi parce que chaque ascension est également entièrement soutenue par des accoutrements idéologiques et culturels, souvent invisibles, mais qui rendent les ascensions pensables, possible, désirable, participant au passage d'aplatir le plus haut sommet du monde. Et c'est aussi un petit peu tout ça, Kaizen, où ce changement en vue du meilleur est aussi autant pour l'individu que pour le marché qui a mis ça en place. Bref, je ne vais pas continuer pendant 8849 minutes, mais gardez à l'esprit que tout ça n'est que l'un des angles possibles et qu'il y a tout un tas d'autres trucs à dire, à voir ou à entendre au sujet de Kaizen. Le matage en vaut, à mon avis, largement la chandelle pour tout un tas de raisons. Et ça se passe sur la chaîne d'Inoxtag pour les intéressés. Et pour les autres, écoutez, faites un effort. Dans la vie, il n'y a rien qui se fait tout seul, à part les mises à jour Windows qui se forcent, la synchronisation des données avec le cloud, la fin de carrière de François. Atlanta has ruled today that former President Donald Trump and his campaign needs to stop using the song Hold On, I'm Coming. The family of the song's co-writer, Isaac Hayes Jr., says Trump and his campaign have been using the song without permission, infringing on its copyright, and should pay $3 million in royalties. While the judge
Si vous allumiez votre poste de télévision et que vous étiez bien en veine, les gens, vous pouviez tomber sur ceci. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. À Springfield, ils mangent les chiens, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des habitants. Ça, c'était l'une des nombreuses sorties d'entre-terre de Donald Trump lors de son débat mardi dernier face à Kamala Harris, tous deux dans la course présidentielle pour la Maison-Blanche. Une sortie qu'on imagine évidemment savamment préparée par des équipes de com bien trop avides de réactiver des stéréotypes éculés sur des migrants qui mangeraient des chiens et des chats domestiques ici à Springfield dans l'Ohio, et plutôt des comparaisons douteuses avec Hannibal Lecter pour aller dans un sens commun. Ces gens-là sont là pour nous dévorer, nous et celles et ceux que nous aimons. Une rhétorique éclatée, vous dites ? Oui, mais si je rajoute de la musique, les gens. One that is focused on the future, and the other on the past. They're eating the dogs. I read that you was black. I'll say that. Let's not go back. We're not going back. Very thought-provoking. We'll be right back. Avec de la musique, les gens. Tout de suite, ça passe beaucoup mieux, non ? Eh bien, c'est aussi ce que s'est dit le juge du tribunal fédéral d'Atlanta, Thomas Strash, qui, la semaine dernière, a interdit temporairement Donald Trump de faire jouer lors de ses meetings politiques une chanson, Hold On, I'm Coming, du feu chanteur de soul et compositeur Isaac Hayes, temporairement, au moins le temps qu'une action en justice de la famille de l'artiste demandant une injonction permanente soit examinée. Alors, bien sûr, il s'agit que d'une ordonnance préliminaire, ce qui fait que Donald Trump et ses équipes ne sont pas contraints de retirer les vidéos d'événements passés au cours desquels la chanson a été jouée, mais il faut reconnaître que cette réponse juridique donne un début de direction à un problème plus que récurrent de l'utilisation de musique d'artistes lors de meetings politiques, et a fortiori ceux de Donald Trump. On peut se rappeler en 2016 du communiqué de la chanteuse britannique Adele qui s'était largement opposée à la diffusion de l'une de ses chansons lors des rassemblements du roi du Krav Maga. On pourrait parler de la lettre de cessation et d'interdiction envoyée par Steven Tyler d'Aerosmith et des nombreux autres artistes qui, ces derniers mois, ont menacé d'entamer ou ont entamé des actions en justice pour faire cesser l'utilisation de leurs œuvres. ABBA, The Smiths, Céline Dion, la succession de Sinéad O'Connor, ou encore les White Stripes, dont le chanteur Jack White était un rien échaudé après que la directrice adjointe de la communication de Trump, Margot Martin, a partagé une courte vidéo de l'ancien président montant à bord d'un avion avec leur tube Seven Nation Army en fond sonore. Ce à quoi Jack White avait répondu sur Instagram: ne pensez même pas à utiliser ma musique, bande de fascistes. Mes avocats intentent une action en justice à ce sujet pour ajouter à vos 5000 autres. Passez une bonne journée de travail aujourd'hui, Margot Martin. Je pense qu'il l'a dit comme ça, avec les dents bien serrées comme ça. Très clairement, lui, il avait pris très premier degré les paroles de Seven Nation Army, de la reine d'Angleterre au crevard de l'enfer. Si je vous chope à nouveau sur mon chemin, je vais vous foutre une raclée. Très clairement, premier degré. Bref, des travailleurs et des travailleuses culturelles qui ont exprimé leur opposition à l'utilisation de leur musique par Trump lors de ces rassemblements ou à d'autres fins politiques. Il y en a beaucoup, je vous mets la liste en description. Et s'il y en a autant, c'est qu'il y a un petit couac. Je mets mes lunettes de vulgarisateur. Hop, ça fait longtemps, à peu près 6 ans. Cette vidéo est sponsorisée par Norvège, c'est pas ça, je skip. Ah, voilà. Bon, les gens, pour bien comprendre la situation, le meilleur moyen, c'est encore de comparer avec la France. Ici, même si tel ou tel travailleur ou travailleuse du monde de la musique a cédé ses droits à une société telle que la SACEM, notamment ses droits d'exploitation, de gestion, de diffusion, il continue de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre. C'est le fameux droit moral que l'on détient sur une œuvre, un droit attaché non pas à l'œuvre mais bien à sa propre personne, ce qui en fait un droit perpétuel,
inaliénable, imprescriptible, comme souligné dans le code de la propriété intellectuelle, si bien est que si un ou une artiste français ou française qui a un vrai droit à l'intégrité de son œuvre souhaite s'opposer à l'utilisation de son travail dans tel ou tel meeting, il ou elle peut le faire en se fondant simplement sur le fait que son œuvre est associée à un discours politique qu'il ou elle ne valide pas, et pourquoi pas que cela porte atteinte à son image en ce que le public peut penser que l'artiste soutient le parti en question. Ça, les gens, c'est aussi la jurisprudence Calogero. Rappelez-vous, c'était il y a seulement 3 mois. Les candidats peuvent-ils mettre toutes les musiques qu'ils veulent dans leur meeting? Question posée après la colère de Calogero parce que sa chanson 1987 qu'on entend là a en fait été diffusée dimanche lors du meeting de Jordan Bardella, une initiative pour laquelle Calogero n'a pas été consulté. Oui, ça s'est passé dimanche dernier au Dôme de Paris, ultime meeting du Rassemblement national avant le scrutin européen. Jordan Bardella en campagne devant 5000 sympathisants présents, et écoutez bien la musique. Vous avez compris, si c'est assez clair en France, ça l'est déjà nettement moins aux États-Unis. D'abord parce que la législation américaine réglemente essentiellement le caractère patrimonial du copyright et ne reconnaît pas de droit moral en tant que tel, à l'exception des œuvres d'art visuel. Ce pourquoi bon nombre de lois sur le droit d'auteur protègent principalement les personnes ou les entités qui ont financé la création d'un morceau, les producteurs notamment, et pas nécessairement les créateurs ou créatrices de musique eux-mêmes et elles-mêmes. Ce qui fait que régulièrement, dans les faits, c'est sur le fondement de la diffamation, de la concurrence déloyale, de la dénaturation des œuvres que les travailleurs et travailleuses culturelles américains et américaines vont se fonder pour protéger les leurs, mais ensuite aussi pour des raisons de licence générale, de contrats globaux qui permettent à ceux qui les acquièrent à pas cher, quelques centaines de dollars par an, de jouer n'importe quelle musique d'un catalogue lors d'événements publics. Et là, c'est un petit peu la douille, justement, comme le rappelait le LA Times en août 2020, puisqu'un artiste ou un titulaire de droit peut choisir de ne pas autoriser l'utilisation de sa musique dans le cadre de contrats globaux, il peut le faire, ou de spécifier que son travail ne soit pas utilisé dans des campagnes politiques. Il ou elle peut le faire, sauf que la large majorité ne le fait pas en amont, parce que toutes les campagnes politiques ne sont pas celles de Donald Trump et offrent des possibilités de visibilité nationale, bien sûr, mais surtout parce que ces travailleurs et ces travailleuses culturelles sont bien souvent liés par contrat à des maisons de disques ou à des organisations de droits d'auteur qui ont déjà négocié ces contrats globaux, dont la modification pour exclure les campagnes politiques pourrait être difficile, et c'est un euphémisme. A fortiori que ces contrats globaux sont conçus pour être simples et couvrent une large gamme d'utilisations, et qu'ajouter des exceptions spécifiques comme l'exclusion des campagnes politiques peut compliquer la gestion et l'application de ces 10 contrats. Bref, vous avez compris, autant de problèmes qui font que bien souvent les travailleurs et travailleuses culturelles préfèrent laisser les vannes ouvertes et agir le cas échéant a posteriori en engageant des actions légales pour faire respecter leurs droits quand ils ou elles ont le temps, les moyens et l'espace pour le faire. Sauf que, avec Donald Trump, le jeu est passé à un autre niveau. Comme le souligne un avocat spécialisé dans le divertissement au micro du LA Times, je le cite, Trump se sent très à l'aise dans l'utilisation des litiges comme d'outils pour ses intérêts commerciaux ou à des fins politiques. Il ne se soucie pas de porter l'affaire devant les tribunaux, bien au contraire, comme d'autres le font, il utilise ce facteur à son avantage, puisque ça aide quand on continue de se présenter comme contre le système, d'énumérer les nombreux procès en cours. Ils veulent me faire taire. Bref, pas vraiment de quoi se réjouir au bout du compte avec cette affaire Hold on I'm Coming d'Isaac Hayes, dont il y a fort à parier que la victoire des ayants droit ne reste à terme que ce qu'elle est actuellement juridiquement temporaire. Il en faudra de sacrées modifications législatives pour que tout ceci bouge aux États-Unis, et c'est pas tout à fait dans le programme ni de l'un ni de l'autre. Mais attendez les gens, attendez que ces grandes licences globales finissent par faire diffuser du Taylor Swift lors d'un meeting de Trump, et là probablement qu'on leur discutera.
name I will fight! If we die with vengeance on our lips! Pour ceux qui recherchent la perfection, il ne peut y avoir de repos de ce côté de la tombe, comme le soulignaient des technoprêtres au sein du Codex Adeptus Mechanicus de l'univers de Warhammer 40K, sans doute le jeu de figurines le plus important au monde. Et c'est une citation que je vous invite à garder à l'esprit pour me suivre dans cette chronique au sujet de la sortie le 9 septembre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series X, précisément de Warhammer 40K Space Marine 2, un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Saber Interactive et publié par Pull Up Entertainment, anciennement Focus Entertainment, où l'on doit dézinguer dans un grand spectacle permanent des vagues d'ennemis à grands coups d'épée chaîne, de marteaux de tonnerre et de pistolets à plasma pour repeindre de vieilles carlingues de vaisseaux spatiaux, le tout sur fond de l'or de Warhammer 40K, dont pas une seconde, les gens, pas une seconde, je ne prendrai le risque de vous faire un quelconque résumé. Il y a des gens 40K fois plus compétents que moi à ce sujet, notamment sur le chat, comme pour tous les autres sujets par ailleurs. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'un peu sorti de nulle part, ce Warhammer 40K Space Marine 2 est déjà un petit carton en soi, autant critique que commercial, sans être non plus le jeu de l'année, hein. L'ami Space Marine 2 s'est déjà écoulé à plus de 2 millions de jeux vendus, tous supports confondus, et ce en moins de 24 heures, sachant qu'on le présentait un petit peu, hein, puisque le jeu avait déjà plus que bien fonctionné en accès anticipé quelques jours avant. Et si ces 2 millions peuvent faire un peu pas le figure, hein, face aux colossaux 18 millions déjà annoncés du jeu Black Myth Wukong dont on parlait dans la dernière mission, il faut quand même bien dire que déjà 2 millions en 24 heures, c'est colossal, et ça fait de ce Space Marine 2 le 11e plus gros lancement de 2024 sur Steam, c'est pas rien, et que 2, c'est d'autant plus colossal qu'on parle de Warhammer 40K et que ce Space Marine est déjà non seulement le jeu le plus rentable de la franchise, mais en plus il a déjà à lui seul quasiment doublé les revenus de tous les autres jeux Warhammer 40K précédents réunis. C'est dire l'importance de ce Space Marine 2 dans l'écosystème Warhammer, et c'est dire l'importance de l'écosystème Warhammer 40K tout court dans un contexte où la franchise est à son plus haut niveau historique. Games Workshop ayant au cours de l'année de l'exercice 2023-2024 enregistré une hausse de 22% de ses revenus de licence, excusez du peu, et où celle-ci est doucement mais sûrement en train de pleinement embrasser la tendance au transmédia le plus total, d'où l'accord avec Amazon pour une série sur l'univers Warhammer avec l'acteur britannique Henry Cavill en armure et à la production, pour ce que beaucoup de fans ont déjà surnommé le Warhammer 40K Cinematic Universe. Trop bien, d'où aussi l'épisode Warhammer 40K qui sera disponible dans l'anthologie Secret Level dont on parlait dans le dernier numéro de Soft Power, et d'où tous les futurs livres, jeux vidéo et autres projets dont on connaît certains noms, mais dont on peut également en imaginer d'autres pour l'avenir. Bref, colossal les gens, et tout ça l'est d'autant plus que ce Space Marine 2 est aussi la première grande sortie d'un jeu Saber Interactive après son divorce avec le géant Embracer. Première grande sortie, premier grand succès pour l'entreprise pour sa première année d'indépendance, c'est pas rien. Mais au-delà de tout ça, s'il me semble intéressant de vous parler de ce Warhammer 40K Space Marine 2, c'est qu'il est aussi un bon témoin de la façon dont les objets culturels, s'ils sont bien sûr influencés par l'imaginaire social et par les conditions historiques de leur création, on en parle beaucoup, on en parle même tout le temps dans cette émission, il est aussi un bon témoin de la façon dont les objets culturels peuvent aussi, et a fortiori dans des sociétés à l'éthos néolibéral niant l'importance intrinsèque de la création culturelle, servir de support à différentes personnes ou à différents groupes qui vont leur attribuer des significations variées selon leurs propres perspectives et leurs propres agendas, investissant parfois ces œuvres de signification qui vont bien au-delà de son contenu initial, reflétant ainsi les tensions sociales et politiques contemporaines. Et c'est doublement vrai pour ce Warhammer 40K Space Marine 2. Vrai d'une part parce que le jeu a rapidement été récupéré par des franges droitières, des gamers, de la gaimance, bien trop heureux de voir dans le jeu un nouveau rempart contre le wokisme, tout simplement parce qu'il n'y a pas de femmes jouables dedans.
Attendez que les mecs découvrent le jeu Muscle March sur Wii où l'on incarnait des culturistes qui tentaient d'attraper un mec qui avait volé un pot de protéines. Damn, ça va être le grand soir les gens, version dodo à 21h. Bref, pas de femmes, ce qui, au-delà du fait que c'est mal connaître le lore de Warhammer si jamais ça intéressait quelqu'un, est en réalité assez peu étonnant, puisque l'énième panique morale qui avait eu lieu en début d'année autour de la féminisation de guerriers custodes, les gardes du corps transhumains de l'empereur dans le lore, avait déjà largement dépassé le cadre des communautés de fans de Warhammer 40K pour atteindre précisément certaines figures du Gamergate. Vous savez, ce mouvement en ligne principalement connu à l'origine pour ses campagnes de harcèlement contre des femmes, puis plus largement contre des progressistes dans l'industrie du jeu vidéo, souvent sous couvert de préoccupations sur l'éthique du journalisme vidéoludique. Et quand je vous disais doublement vrai, c'est qu'en plus d'être un objet culturel désormais brandi comme une preuve de la résistance politique à on ne sait pas trop quoi, Warhammer 40K Space Marine 2 s'est aussi récemment retrouvé dans une vraie fausse polémique autour de sa production. Saber Interactive, le studio derrière le jeu, c'est précisément ce studio américain de développement de jeux vidéo fondé en 2001 et basé à Maplewood dans le New Jersey, qui est notamment à l'origine de NBA Playgrounds, du portage sur Nintendo Switch de The Witcher 3 et de pas mal de remasters ou de portages de ces dernières années. Un studio qui avait été acquis en 2020 par la holding suédoise Embracer Group dans le cadre d'un accord d'une valeur de 525 millions de dollars avant que celle-ci s'empresse de quitter le marché russe après l'invasion de l'Ukraine, en revendant au passage Saber Interactive. Je vous passe les détails, mais en gros, Saber Interactive a été revendu à lui-même. Et précisément, Saber Interactive comprend des studios de développement à Madrid, à Porto, à Minsk et à Saint-Pétersbourg. Vous commencez à voir sans doute où je veux en venir. L'idée, c'est à prendre avec de grosses pincettes, car les très rares sites qui en parlent manquent largement et de diligence et de transparence dans leurs enquêtes. Mais l'idée, c'est qu'après la revente par Embracer, Saber Interactive aurait tout de même délocalisé ses employés, et notamment le lead designer de Space Marine 2, Dimitri Grigorenko, de Biélorussie et de Russie vers un nouveau studio à Erevan en Arménie. Sauf que tout ça, selon certains sites, précisément ces sites pas très fiables, et selon certains commentaires Steam, ça pourrait bien être du pipeau. La branche Saint-Pétersbourg de Saber Interactive derrière le jeu semble toujours aussi intacte. Il semblerait que celle-ci compte toujours un quasi-millier d'employés qui ont bossé sur le jeu, dont vous pouvez en retrouver par ailleurs un bon nombre dans les crédits de fin de ce Warhammer 40K Space Marine 2, sans vraiment savoir où ces employés se trouvent en réalité, même si pour le coup leur compte LinkedIn masque par ailleurs à peine l'information de leur présence en Russie, quand certains d'entre eux ne sont pas trop occupés à aller directement insulter les Ukrainiens sur Twitter. Mais le font-ils pour se masquer? On ne sait pas. Bref, ça sent pas très bon, c'est vrai, mais tout ça n'est pas encore très sûr, d'où les importantes pincettes d'usage. Il faudra attendre plusieurs jours ou semaines pour que de plus gros médias fassent la lumière sur ce cas. Possiblement que le jeu aura déjà fait 10 millions de ventes, on verra. Et vous comprenez bien que c'est pas un petit sujet, puisque tout ceci n'est pas sans poser la question des recettes rapportées pour le jeu et leur remontée d'une façon ou d'une autre dans les caisses de l'État russe pour alimenter la guerre en Ukraine. On avait déjà parlé de ça dans l'émission avec le jeu Atomic Heart, sorti l'année dernière, dont on doutait aussi à l'époque de la provenance, mais qui justement, à l'époque, avait fait bien plus grand cas du fait de son esthétique très... L'URSS a gagné 2-0, je rentre pas complètement dans mon opinion, mais question complexe qui a largement besoin d'être éclairée en l'espèce et qui pose encore une fois la question d'une absurde consommation éthique dans notre mode de production. Imaginez où va le bel argent de Nintendo détenu à 8,3% par l'Arabie Saoudite et l'argent des jeux américains, vous pensez qu'il va où en partie Bref, je joue le cynique, mais sujet infiniment complexe en réalité. Qu'importe, certains joueurs et certaines joueuses n'avaient vraisemblablement pas le temps, puisqu'un certain nombre d'entre eux et d'entre elles se sont empressés soit d'appeler sans doute un peu vite en besogne au boycott du jeu, soit, et ils sont encore plus nombreux, d'en renforcer la publicité, parce que nous, on nous dit pas ce qu'on doit acheter, alors on va soutenir ces Russes quand même qui font un sacré bon travail. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui font du jeu un parangon d'anti-wokisme ? C'est pas une vraie question. Bref, que ce soit Warhammer 40K Space Marine 2 pour lutter contre le wokisme ou pour ou contre le régime russe, ces histoires rappellent, il me semble, que ces objets culturels dont on parle chaque semaine dans Soft Power ont bien une vie totalement indépendante de leur contenu. Ils sont connus et reconnus dans leur contexte historique et de production, bien sûr, on en parle beaucoup ici, mais aussi ils prennent leur forme dans les interactions sociales, dans les investissements personnels et collectifs dont ils facilitent la subjectivation de nos pensées et de nos pulsions, faisant d'eux par ce biais aussi des exhausteurs de
notre monde à un moment donné. C'est l'exemple de la pilule rouge de Matrix, largement reprise par certains mouvements extrême droitiers américains. Peu importe les expressions qui traversent une œuvre, ce qui compte au fond, c'est notre rencontre avec elle. Et ça peut nous amener à faire d'elle un emblème politique un peu éclaté, c'est vrai, comme avec ce Warhammer 40K Space Marine 2. Mais écoutez, comme le soulignait l'inquisiteur Gideon de Revenor, un petit esprit est facilement rempli de foi. Les gens, il est 19h44 au Japon, il est donc midi 44 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi, sauf quand ça l'est pas. C'est l'heure de la pause musicale et on se retrouve juste après pour parler de Linkin Park. Faites-vous chauffer un café. On en aura bien besoin pour revenir sur l'annonce d'un retour du groupe 7 ans après le tragique décès de son chanteur Chester Bennington. Nostalgie garantie. L'angle devrait vous étonner un petit peu. On parlera également de Baldur's Gate 3, de son patch numéro 7 plus précisément, mais surtout de l'arrivée très attendue des mods officiels sur le jeu. Ce sera l'occasion de rappeler que la culture du modding est souvent plus complexe que ce qu'on imagine. Et on jettera un œil, comme je vous le disais en introduction, aux premières images de Wolfman, le remake du classique de 1941, et aussi un possible retour en grâce du loup-garou sur grand écran. En tout cas, je l'espère, on verra ça. Mais juste avant, je vous propose qu'on s'écoute le titre de la semaine sur Soft Power. On va faire ça. On se retrouve juste après. Bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir l'émission financièrement par ma page Patreon ou en vous abonnant à la chaîne Twitch en direct ou par le biais de votre abonnement. Amazon Prime, évidemment. Vous pouvez bien sûr donner de la force directement en laissant des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, en mettant des cloches et tout ce que vous pouvez sur toutes les VOD et sur les podcasts chaque semaine, ou en tout cas maintenant toutes les 2 semaines. Tous les liens du Patreon, du YouTube, des plateformes de podcast, du Discord de l'émission sont en description. Vous venez d'entendre Aizen Faludo, un extrait de la bande originale de l'anime Kenja no Deshi wa Nano le Kenja. Bien sûr, vu le titre, absolument adaptation d'une série de light novel écrite par Kirotsugu Liusen et illustré par Fujichoko, qui narre les aventures d'un joueur de jeu en ligne Ark Earth Online qui, roulement de taiko, va se retrouver aspiré dans le jeu et dans le corps d'une jeune femme. Écoutez, moi je veux bien faire l'effort de défendre l'animation japonaise, mais écoutez, faites un effort en retour, c'est pas possible autrement quoi. Mais pour mettre tout ça en musique, c'est Go Sakabe qui est allé au turbin. Go Sakabe, principalement connu pour son travail sur la 3e saison de la comédie musicale Prince of Tennis, mais qui, avec cette petite bande originale sympatoche pour Kenja no Deshi o Nano le Kenja, montre qu'il a toute sa place aussi dans le monde de l'animation. Plutôt sympa. Bref, Aizen Faludo, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. But I'm just happy to be here celebrating Linkin Park. It
wouldn't tell us where we were going. They wouldn't tell us what was happening. They wouldn't even let us show up to the right venue at first. They had to put us on buses to bring us out here. I have no idea what's happening. I'm losing my mind about it, and I am so excited! Today's the best day ever! Let's go! Let's go! I don't know how I'm feeling yet, man. I'm excited though. No idea what's gonna happen. It's been a long time, long 7 years. In the beginning of this process, one of the things that drew us back to doing it was that it is fun. You guys are all... Chester Bennington est mort, vive Chester. Ça, c'est ce qu'on pouvait lire un peu partout sur Internet à la suite de l'annonce la semaine dernière du retour d'un groupe plus qu'emblématique des années 2000, Linkin Park. Alors, avant que je vous parle de tout ça en détail, je dois vous confesser quelque chose. C'est impossible pour moi d'être objectif en parlant de Linkin Park, si tant est que cette émission ait visé à un moment donné de son histoire une quelconque forme d'objectivité. Non, ici on travaille en fait. Lorsque j'étais plus jeune et que j'avais la tête garnie comme un ramboutan, j'étais déjà et depuis très tôt par ailleurs tombé dans les méandres de la musique japonaise, ce qui combiné à des centres d'intérêt très otaku, geek, matrix, manouvis d'enfants dans les années 90 m'avait pas tout à fait aidé à être un grand pôle d'attractivité sociale durant mes années scolaires et ce qui m'avait pas tout à fait aidé non plus à partager mes passions avec des amis ou avec ma famille. Sans doute que les grands impairs noirs et le fait de répondre « c'est inévitable, monsieur Anderson » à chaque fois qu'on me demandait si j'avais bien dormi, n'aidait pas à faire la moitié du chemin. Peut-être, je me l'avoue maintenant, je me l'avoue. Et pourtant, les gens, à un moment donné, une fois les astres alignés, avec ma famille, avec mes parents, on s'est retrouvés sur un groupe américain, Linkin Park, autour duquel on a pu discuter, autour duquel on a pu partager des moments, dont un chouette concert à Bercy. Linkin Park qui nous accrochait pour différentes raisons, eux pour son mélange métal, rock, hip-hop, et moi pour son expression de lutte émotionnelle, de démons intérieurs, de problèmes de santé mentale qui avait un écho tout à fait particulier avec une forte solitude que je pouvais ressentir à l'époque. Maintenant ça va mieux apparemment, j'ai une matinale sur Twitch, excellent. Mais si je vous parle de ça à titre liminaire, c'est aussi pour vous laisser imaginer la claque que je me suis prise à l'annonce de la mort du chanteur Chester Bennington le 20 juillet 2017, celui-ci ayant mis fin à ses jours dans sa résidence à Palo Verde Estates en Californie. Un décès de Chester Bennington tragique qui avait amené Linkin Park à se mettre en pause indéfini après un concert et un album live, One More Night Live, qui lui avait été dédié. Et il en était ainsi, a priori, fini du groupe en 2017 et de son histoire avec lui. Et c'est peu dire que j'étais pas le seul à avoir été choqué à l'époque, puisque, faut-il le rappeler, il y a eu sur la scène musicale internationale un avant et un après Linkin Park. Linkin Park, c'est 100 millions de ventes à travers le monde, dont 32 millions pour le culte album Hybrid Theory. C'est des listes interminables de prix remportés un peu partout. C'est le premier rock band à avoir tapé le milliard de vues sur YouTube pour un groupe qui, comme le soulignait John Caramanica pour le New York Times, avait mené la collision du hard rock et du hip-hop à son plus haut niveau commercial et esthétique. Linkin Park, les gens, c'est ce groupe des années 2000, ce groupe qui émergeait en même temps qu'une nouvelle culture de la jeunesse occidentale fortement influencée par le développement d'Internet et des médias digitaux dans un contexte favorable où la mort de Kurt Cobain en 1994 avait participé de mettre un coup de frein au rock alternatif et au grunge notamment en tant que force motrice de la musique rock américaine moderne, ouvrant ainsi la voie à d'autres genres dont le new metal qui en reprenait certaines thématiques avec Korn, avec Adema, avec Limp Bizkit, des thématiques souvent lourdes abordant tour à tour les questions de l'aliénation, de la santé mentale, de la maltraitance infantile, le tout baigné d'intenses frustrations, d'introversion, de souffrances personnelles, des thèmes qui faisaient d'autant plus écho dans une Amérique des années 2000 marquée par une augmentation des dépressions et du mal-être parmi les jeunes, aussi liée à une meilleure reconnaissance de ceci, il faut le dire. Des années 2000 marquées aussi par un glissement des structures familiales en place vers une généralisation des couples à double revenu dans le contexte de la crise de la bulle Internet, d'un renforcement de la compétition au travail dans un climat post-guerre du Golfe, puis plus tard d'attentats du 11 septembre, participant d'un climat d'anxiété et de dépression généralisée. Et c'est là que Linkin Park, touchant à quelque chose, je crois, de la jeunesse de son temps, combinant des éléments de métal, d'indu, de punk, de pop, d'électro, de hip-hop et j'en passe, est arrivé avec coup sur coup les albums Hybrid Theory et Meteora et le succès qu'on leur connaît, l'amenant en quelques années à être l'un des groupes les plus influents de son temps, d'où les innombrables références ou utilisations directes de leur musique qui vont émailler la pop culture au fil des années, de Pro Evolution Soccer aux Simpsons, en passant
passant par Family Guy, The Expendables, Transformers et autres Matrix Reloaded. Oui, parce que à cette époque précisément, Linkin Park c'était inévitable, monsieur Anderson. Et c'est dire et redire la claque qu'on était des centaines de milliers, voire des millions à s'être prise à l'annonce de la mort de Chester Bennington, à peine 2 mois après la sortie de leur dernier album One More Light, dont la chanson titre est instantanément devenue un hommage, voire un hymne pour beaucoup d'entre nous, a fortiori que l'album abordait précisément et assez frontalement les thèmes de la perte et des problèmes de santé mentale. Et c'est dire la deuxième claque retour qu'on s'est prise la semaine dernière, il y a 2 semaines exactement, lorsque tous les réseaux sociaux du groupe se sont enflammés pour annoncer à tour de bras une reprise de leur activité, un nouvel album et une nouvelle voix. Alors, ça fait des années qu'on entend des bruits de couloir. Les membres restants du groupe s'étant rencontrés à plusieurs reprises pour tenter de retrouver un élan créatif, pour tester si elle a des combinaisons avec tel ou tel chanteur, telle ou telle chanteuse. Mais tout s'était accéléré en ce début d'année, notamment suite aux commentaires faits par J. Gordon Dorsey lors d'une interview avec Maisie dans son émission de radio Wired in the Empire le 1er avril dernier, où les premières informations autour d'une chanteuse pour reprendre le flambeau de Chester Bennington se sont fait entendre. Le 30 avril, c'est au tour du Billboard, vous savez, cet hebdomadaire américain consacré à l'industrie du disque, de rapporter que les membres de Linkin Park envisageaient de se réunir, cherchant bien alors une chanteuse via Endeavor, la plus grande agence de talent et de médias du monde. Ça commençait à faire beaucoup d'indices. Certains pensaient qu'il s'agissait d'Emily d'Evanescence ou de Lizzie Hale de Hellstorm, ce qui aurait été tout aussi incroyable. Et à la mi-août, tout va aller très vite, puisque sur le site et sur la chaîne YouTube du groupe, un compte à rebours de 100 heures va se lancer. Et c'est le 2 septembre, après 200 heures d'attente, parce que pourquoi pas, une image violacée, un son de synthé pas ouf, le logo du groupe immergé dans de l'eau et un message sont apparus, un message où il était écrit, je cite, « Be part of something », faites partie de quelque chose, connectez-vous le 5 septembre à 15h PST, minuit heure française. En même temps, les membres de Linkin Park Underground, le fan club du groupe, ont reçu un email invitant toute personne susceptible de se trouver à Los Angeles à assister à un événement ce fameux 5 septembre. Résultat, le jour J, les quelques 500 membres du fan club qui ont été finalement retenus se sont retrouvés avec leur petite bouteille d'eau sur un parking des studios Universal avant d'être embarqués en bus et d'être escortés jusqu'à un autre mystérieux studio du campus Warner Bros. Cette fois-ci. Et rapidement installer un cordon circulaire, au moins une fois c'est un cordon qui marche, avec inscrit dessus From Zero et un logo du groupe refondu pour l'occasion. Tout le monde rentre dans une salle avec une scène ronde, un plafond couvert de LED et une installation du groupe déjà installée. Et à minuit, heure pétante, un concert de Linkin Park démarre avec une nouvelle chanson, The Emptiness Machine, dont le clip vidéo a été posté sur les réseaux en même temps que le début du concert durant lequel se sont révélés les invétérés Mike Shinoda, Brad Delson, Def Farrell et Johan, mais aussi un nouveau batteur, Colin Brittain, en remplacement de Rob. Colin Brittain qui avait déjà travaillé avec Papa Roach, avec One O'Clock, avec All Time Low et j'en passe, mais surtout un concert ayant mis en avant et assez évidemment surtout la fameuse nouvelle voix du groupe par le truchement d'Emily Armstrong, chanteuse du groupe Dead Sarah, un groupe de rock sympa qui avait notamment commencé à rencontrer un vrai succès dans le courant des années 2010. Mais c'est pas tout, puisque le groupe nouvellement reformé en a profité pour annoncer un nouvel album, le 8e du groupe évidemment baptisé From Zero, et une nouvelle tournée mondiale qui passera par Los Angeles, par New York, par Hambourg, par Londres, par Séoul et par Bogota. Et on peut dire que globalement, ce retour a été plutôt bien reçu par les communautés de fans Linkin Park, si on nommait les tonnes de PTDR une fille et personne ne remplacera Chester. Et j'ai pris mes places de concert pour pouvoir le dire, qu'on pouvait retrouver massivement sous ces différentes nouvelles vidéos du groupe. Il faut dire qu'Emily Armstrong en avait dans le coffre et qu'elle a pas mal pété la classe pendant ce concert faussement improvisé d'1 heure, chantant aussi bien pour le nouveau morceau The Emptiness Machine, très Linkin Park core pour rassurer tout le monde, que tout un tas de classiques du groupe pour rassurer tout le monde. Bref, c'était plutôt cool si on nommait un petit détail qui est que quelques heures après le show, Chrissy Carnell Bixler et Cédric Bixler-Zavala, chanteur du groupe The Mars Volta, ont réagi à l'intégration de la chanteuse et ont rappelé sur les réseaux notamment que celle-ci avait soutenu l'acteur Danny Masterson, reconnu coupable en 2023 de 2 chefs d'accusation de viol, entraînant une peine de 30 ans à perpétuité et qu'elle avait à tout le moins des liens
plus que douteux avec l'église de Scientologie. Clairement, elle voulait faire partie de quelque chose. Oui, en quelques heures, les réseaux se sont enflammés et à raison, hein, puisqu'au-delà de tous les abus plus que documentés qui ont été et sont encore largement générés et perpétués par l'église de Scientologie, il faut rappeler que cette dernière a fait notamment de la psychiatrie l'un de ses ennemis numéro 1, ne reconnaissant pas les troubles nécessitant un suivi psychologique, refusant ces mêmes suivis et la prise du moindre médicament ou du moindre traitement. On peut comprendre que l'histoire tout à fait particulière de Linkin Park s'accommode assez mal de ce lien dont on a un petit peu de mal à comprendre comment il a pu arriver là. Bien sûr, rapidement, Emily Armstrong s'est justifiée sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis de l'affaire Danny Masterson, en précisant grosso modo que c'était une erreur, qu'elle avait mal jugé, qu'elle savait pas, blablabla. C'est vrai qu'on pouvait douter, c'est pas comme si c'était en 2017 que Danny Masterson avait été renvoyé de Netflix à la suite de multiples accusations pour viol, qu'on parle à minima de 5 victimes différentes, que c'est en 2019 qu'il avait été visé par une nouvelle plainte pour harcèlement et atteinte à la vie privée. C'est vrai, on pouvait avoir un doute. Emily Armstrong était sûrement de bonne foi et ça n'avait évidemment rien à voir avec le fait qu'il faisait aussi partie de l'église de Scientologie, ni avec le fait que des tonnes d'ingérence de cette dernière dans l'affaire aient été relevées avant, pendant et après le procès. Ils ont tenté d'entrer par effraction chez le procureur, ils lui ont bousillé sa voiture, ils ont menacé directement les avocats. Bref, la belle affaire. Non, vraiment, on pouvait douter. Ce pourquoi Emily Armstrong est intervenue sur Instagram pour expliquer, pour réprouver ses liens avec Danny Masterson. Elle savait pas. Et bien sûr, pour réprouver ses liens avec l'église de Scientologie. Attendez, quoi ? Ah non, ça n'en parle pas, ça. Ah non, il s'en fout, ça. Il est à combien, mon complomètre, là ? Ah bah il est cassé, je crois. Il est cassé. Ça, c'est la nomination de Michel Barnier, ça. Ça l'a tout pété. Bref, je vous passe les déclarations du fils de Chester Bennington qui a accusé Mike Shinoda de discrètement effacer la vie et l'héritage de son père en temps réel, a fortiori pendant le mois international de la prévention du suicide. Et personnellement, je trouve que c'est un petit peu difficile de lui donner tort. Mais comme je vous l'ai dit, Linkin Park, pour moi, c'est spécial. Et si c'est aussi spécial, les gens... Et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'il me semble que très précisément, cette devise « Be part of something » en réévoque tout l'imaginaire. Je veux bien sûr parler d'un domaine pour lequel Linkin Park a été absolument essentiel dans le courant des années 2000, c'est celui des AMV occidentales. Les AMV, vous le savez les gens, c'est ces vidéos réalisées en assemblant des clips d'animés pour les compiler puis les publier. Aujourd'hui, notamment sur les réseaux, ces AMV sont développés dans les années 80, notamment du fait d'une demande et d'un accès croissant aux animés en Occident, du développement des communautés des fans d'animés, des clubs d'animés locaux, des conventions, des fansubs, du fait de l'émergence aussi de nouvelles technologies, du laserdisc, du magnétoscope, du caméscope, qui ont permis de premières possibilités de montage vidéo, et progressivement du fait aussi du développement d'une esthétique AMV, on peut dire ça comme ça, avec ses codes, ses techniques, ses thématiques. Mais si je vous parle des années 80, avec notamment le travail emblématique de Jim Kapostas sur la fusion Space Battleship Yamato, All You Need Is Love des Beatles, c'est surtout à la fin des années 90, début des années 2000, que les technologies de capture vidéo grand public et qu'Internet vont se développer en parallèle d'un boom des conventions, notamment aux États-Unis, où au début des années 2000, certaines d'entre elles vont connaître une croissance de 50% par an. C'est énorme, avec notamment le succès de Angle, de Kevin Caldwell, dont je vous passe les détails, mais dont je vous cite le nom si vous voulez y jeter un œil. Autant d'éléments qui vont faire passer les AMV d'un passe-temps mineur à une part importante de la culture des fans d'animé. À l'époque, les fichiers deviennent facilement accessibles, les possibilités de montage aussi, les tutoriaux se multiplient et les possibilités de diffuser son travail aussi. Et s'il y a bien tout un tas de groupes de musique, notamment occidentaux, dont on va emprunter le travail à long terme pour donner du corps à ces AMV, c'est comme Creed, comme Evanescence ou encore comme les Beatles. S'il y en a bien un, il faut reconnaître que Linkin Park, pour tout un tas de raisons dont je vous en ai partagé certaines il y a quelques minutes, du fait d'un rapport tout particulier du groupe à la jeunesse de l'époque, il faut reconnaître que Linkin Park va trouver une place tout à fait particulière dans ce monde des AMV. Rapidement, c'est des centaines et des centaines de pages d'AMV avec des musiques du groupe qui vont se retrouver en ligne. Si bien est qu'aujourd'hui, encore en 2024, on pourrait presque inventer, les gens, une nouvelle règle d'Internet qui postule que si un animé est diffusé quelque part dans le monde, il a forcément avec lui une AMV avec une musique de Linkin Park qui traîne quelque part. L'utilisation de la discographie du groupe a tellement été intense, notamment dans les années 2000, qu'elle en est devenue un mème, et que si vous allez jeter un œil à l'Urban Dictionary, la définition de l'AMV est la suivante. Pour les AMV, la vidéo sera généralement réalisée, petit 2, je cite,
par un petit enfant qui pense que le simple fait de mettre des clips Pokémon aléatoires sur Linkin Park rend la chose ultra cool, ce qui est faux à bien des égards. C'est pour la blague, mais c'est édifiant, les gens. Et tout ça n'a rien d'anodin, même si évidemment la musique de Linkin Park a été surutilisée sur la scène AMV au point d'en devenir une blague. Il faut rappeler qu'il n'a jamais s'agi que d'un simple effet de mode, mais bien d'un choix narratif avant tout, dans un contexte où, comme le rappelle Suzanne Lapierre, professeure à l'université Tufts dans le Massachusetts, qui a beaucoup écrit sur ces questions, le choix de l'animé était aussi le choix d'une alternative à l'offre hégémonisée par les États-Unis, notamment parce que celui-ci pouvait, par un ton régulièrement plus dramatique et violent que le contenu animé hollywoodien de ces années-là, permettre l'établissement de récits plus complexes et plus réalistes en adéquation avec les attentes de l'époque. Bien sûr, il s'agit pas de dire que toutes les AMV sont et étaient de gigantesques propositions contre-culturelles, voire révolutionnaires, c'est pas ça. Il suffit de jeter un coup d'œil au top 10 pour voir que c'est pas le cas. Mais comme le souligne Henry Jenkins qui est mon invité ultime à avoir dans Soft Power, les gens, je vous l'annonce, j'aime beaucoup son travail depuis des années. Comme le dit Henry Jenkins, ces AMV doivent aussi être interprétés comme le résultat de pratiques de communautés de fans qui tendent à exprimer une transgression ou une résistance à l'hégémonie, que ce soit en termes de discussion critique du canon considéré comme officiel ou en termes d'une déviation d'une norme socioculturelle. Bref, pour être plus clair, il s'agissait à l'époque et s'agit encore aujourd'hui souvent de rendre visible avec ces AMV sa propre lecture interprétative d'une œuvre ou de ses représentations par les images, mais aussi par la bande sonore que l'on choisit pour en signifier le contenu. Avec ces AMV, on a été et on est encore nombreux et nombreuses à participer d'une culture de convergence remettant en question les frontières traditionnelles entre producteurs et consommateurs de contenu en cherchant à nous exprimer à l'aide de tous les contenus médiatiques dont on dispose. Et ce faisant, Linkin Park a été un immense vecteur d'expression intime, sociale, politique, notamment dans ces années-là. Et ça, les gens, c'était précisément et c'est toujours une façon, il me semble, de faire partie de quelque chose ensemble. Une façon dont il me semble qu'on gagnerait à se rappeler encore aujourd'hui avec l'annonce de ce retour de Linkin Park. Longue news, les gens, je vous avais prévenu, mais il fallait au moins ça pour le retour d'un groupe de légendes. Et comme le souligne leur premier nouveau titre, The Emptiness Machine, I only wanted to be part of something, je voulais seulement faire partie de quelque chose. Eh bien, faisons ça, les gens, et puis faisons-le ensemble. Another very big inclusion of this patch is the new way to mod Baldur's Gate 3 with official modding support. Here you can see the in-game mod manager and you can easily download and install mods with one click. This is very awesome and also very easy, so I'll definitely use it myself. The Baldur's Gate 3 toolkit will also release later today. The toolkit... Imaginez une seule seconde qu'avec le peu de temps que j'ai, il me soit venu l'idée, l'envie de prendre le jeu Baldur's Gate 3 hier soir. Quelle folie que ce serait, hein. Quelle folie que ce serait. Et merde. Écoutez les gens. Aussi, il faut me dire que ça fait des semaines sur ce chat ou sur le Discord de l'émission que vous me tannez avec meilleur jeu 2023 ayant obtenu le prix Game of the Year de l'année dernière, 96 sur 100 sur Metacritic, ce qui en fait juste le jeu PC le mieux noté de tous les temps. Immense succès critique de la presse et des joueurs, en plus d'être un succès commercial total, 875 000 joueurs et joueuses simultanés sur Steam 2 semaines après sa sortie, plus de 10 millions d'exemplaires vendus, rapportant au passage la modique somme de 90 millions de dollars à Hasbro pour son prêt de licence au studio de développement Larian. 3 fois rien. Oui, bon, j'ai craqué. Ça va. Oui, c'est vrai, j'ai craqué. Mais voilà, que voulez-vous les gens? Que voulez-vous à force de travailler sur Soft Power et d'être constamment en flux tendu, sur des flux de news tendus? J'ai été convaincu d'être vaincu par l'annonce cette semaine de la sortie du patch numéro 7 du jeu. Un patch permettant, moyennant la modique somme de rien du tout, mais quand même de 160 gigas d'espace libre pour son installation, d'explorer les conséquences de nos choix les plus sombres avec de nouvelles cinématiques de fin, de profiter des ajustements du mode honneur, des nouvelles actions légendaires, de l'amélioration du mode écran partagé. Je n'ai aucune idée de ce que je raconte, mais surtout d'une myriade de corrections de bugs et de correctifs de gameplay, évidemment. Mais la chose qui nous intéresse, et l'apport principal de ce patch peut-être, c'est qu'il propose avec lui enfin le support officiel pour les mods. Les mods, les gens, vous le savez, ce sont ces contenus créés par des joueurs, des joueuses, des développeurs et des développeuses tiers qui vont modifier, supprimer,
ajouter, multiplier, pourquoi pas, des éléments d'un jeu propriétaire. Ils vont permettre, par exemple, d'ajouter de nouveaux personnages, de nouvelles armes, de nouvelles quêtes, de nouvelles histoires. Ils vont permettre de modifier la partie graphique, souvent pour en améliorer les textures, les effets de lumière, les modèles 3D. Ils vont permettre, bien sûr, de corriger quelques bugs, mais aussi d'opérer des changements de gameplay et, le plus souvent, bien sûr, de mettre la totalité des personnages à poil. On n'en doute pas une seconde, et c'est peu de dire que les mods étaient très attendus sur Baldur's Gate 3, vu la portée critique et économique du titre et sa place toute particulière dans l'écosystème des jeux PC. Résultat, plus d'1 million de mods installés en moins de 24 heures, 3 millions quelques heures encore après. Et tout ceci n'est pas prêt de s'arrêter, puisque comme le souligne Swen Vink, fondateur et PDG de l'Ariane Studio, je le cite, « Notre objectif est de proposer un support de modding multiplateforme. Donc, nous commençons par la version PC. La version console viendra un peu plus tard, car elle doit passer par une série de processus de vérification. Cela nous donne également le temps de voir ce qui ne va pas et de le corriger. Et vous en aurez pour tous les goûts, entre les modes officiels qui vous permettent de customiser vos vœux. Profitez-en, les gens, ça dure pas. Ceux qui vous permettent d'augmenter votre capacité à apporter des objets et tout un tas de nouvelles quêtes, ce sont pas les occasions qui vous manqueront pour relancer le jeu pour des dizaines d'heures ou de le lancer tout court si vous faites la même erreur que moi. Mais si ces mods pour Baldur's Gate 3 étaient aussi attendus, rappelle qu'ils existaient déjà, on parle de mode officiel, c'est aussi parce que le modding est une composante fondamentale de l'histoire du jeu PC, aussi vieille que Spaceware, l'un des tout premiers jeux informatiques qui déjà en 1962 se faisait modder, même si c'est avec des jeux comme Doom et son architecture logicielle modulaire au début des années 90 qui séparait le contenu du jeu du moteur de jeu, que de nombreux utilisateurs et de nombreuses utilisatrices se sont lancés à modifier ou à créer de nouveaux jeux contournant la complexe tâche de programmer. Et si je vous en parle après avoir parlé du lien entre AMV et Linkin Park, c'est pas tout à fait un hasard, puisque contrairement à des patchs ou à des add-ons, les mods sont des produits de l'intelligence et des compétences collectives, et de fait, ils forment une culture à part entière où les modeurs et modeuses s'engagent activement avec des artefacts culturels et les modifient, devenant alors à leur tour des utilisateurs et des utilisatrices actifs d'une culture de convergence, décrivant, comme je vous le disais à l'instant, l'interaction entre anciens et nouveaux médias, et où les consommateurs et consommatrices deviennent des participants actifs et des participantes actives dans la création et la diffusion de contenu. Il y a au fond, les gens, dans le modding, quelque chose qui relève de l'appropriation d'un moyen de production, d'une pratique subversive, de la manipulation, de la réinterprétation, du remix. Et c'est d'autant plus vrai que le modding, bien qu'il soit pas non plus à la portée de tous et toutes, est un outil qui permet à divers degrés, d'interagir et de modifier une œuvre, de la simple modification d'un logo sur un t-shirt à la création d'un tout nouveau jeu, comme en témoignent les classiques exemples du célèbre jeu Counter-Strike, un mode du non moins célèbre Half-Life, The Stanley Parable, né avec Half-Life 2, Dota avec Warcraft 3. Alors, bien sûr, les mods sont le produit d'une sous-culture qui vit dans un vrai faux vide juridique et qui a donc un statut assez sensible par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Et il faudra ci et là rappeler que bon nombre d'entreprises respectivement luttent contre, mettent en place des outils pour les contrôler ou encore profitent pleinement des bénéfices apportés par ces mods. Classique absorption d'une culture non commerciale et de ses produits par une industrie capitaliste, ces mods rallongeant souvent considérablement la durée de vie et les possibilités des jeux modés et donc des passages ou repassages à la caisse. Et on pourrait aussi rappeler aussi, comme me l'a souligné le solide camarade Nobody régulièrement sur le chat de l'émission, et dont je vous mets d'ailleurs les immanquables liens vers ses réseaux et notamment son tweet si vous aimez les analyses de spécialistes et les analyses politiques de jeux vidéo et de l'industrie. On pourrait rappeler que cette dernière décennie a pu apporter avec elle l'appropriation par l'industrie du jeu vidéo d'une partie de la culture du modding, celle-ci étant incorporée désormais dans des boucles de gameplay de certains titres, l'immense Minecraft en tête, suivi de près par Fortnite depuis quelques mois, et Roblox bien sûr, mais il demeure qu'il y a quand même, les gens, j'y tiens, dans le modding, fondamentalement quelque chose du détournement de ressources et de support dans lequel on se lance pour tout un tas de raisons, parce qu'un jeu n'a pas totalement répondu à nos attentes, parce qu'on veut en poursuivre l'aventure, en étendre l'univers, parce qu'on veut se lancer des défis aussi, pourquoi pas, des défis techniques peut-être, mais aussi parce qu'on porte avec soi indirectement ou directement des revendications politiques. C'est tout le mouvement, notamment du modding queer, qui s'oppose notamment au système hétéronormatif, que ce soit par le biais de lecture d'un jeu ou d'une modification, d'un remix de son matériel source, de façon à subvertir les attentes des développeurs. Ça peut être l'interprétation d'un récit, la création de nouveaux personnages, de nouvelles relations, de nouvelles mécaniques de jeu. Ce sont les modes Harvest Moon True Love Edition,
Collection et Dragon Age Origins et Equal Love qui ouvrent des options de romance aux joueurs, quel que soit son genre. C'est le Gender Neutrality Mode de Stardew Valley qui rend le jeu non-binaire friendly en supprimant toutes les références genrées aux joueurs ainsi que les symboles genrés dans l'écran de sélection de création des personnages, et c'est un certain nombre de modes précisément sur ce Baldur's Gate 3 qui généralise une fluidité de genre. Mais on peut aussi penser à différents modes décoloniaux pour certains jeux, sur Skyrim, sur Civilization 6, et notamment je vous invite à jeter un œil au modding de Europa Universalis 4 et du travail de Rhett Loban qui a travaillé à mieux représenter les perspectives autochtones dans le jeu, sauf qu'il s'est retrouvé face aux limitations dues au cadre eurocentrique de celui-ci, notamment les concepts de nation, de territoire, de souveraineté aussi. Bref, une sous-culture immense, les gens, le modding, une sous-culture immense, hétérogène, vaste, véritable réservoir de créativité, renforcé par sa propension à générer de la communication où l'on commente, on critique, on loue les modes, et c'est sans doute aussi ça qui était grandement attendu par les communautés Baldur's Gate 3, cette reconnaissance officielle des modes dans le jeu, apportant avec elle des outils de modding officiels, une compatibilité améliorée, de la documentation et un support, des façons plus simples aussi de partager les 10 modes, en plus de leur donner de la reconnaissance et de la visibilité. Bien sûr, personne ne doute que le studio Larian profite allègrement de tout ça, mais c'est précisément de ces espaces et dans ces espaces que la scène modding a toujours profité en partie, au moins, et pour une partie d'entre elles, réussi de s'émanciper et faire de réelles contre-propositions. Qu'en sera-t-il vraiment dans les mois à venir ? On suivra ça, vous le savez, sur Softpower, à moins que l'émission ne disparaisse derrière une manette, loin les gens, dans les méandres du Wyrmway, au plus profond de la prison, là où ni âme ni démon ne la trouveront. C'était quoi cette chose? On aurait dit un animal. Je te jure, je l'ai vu se tenir debout. Papa? On va mourir? Non, je suis là pour vous protéger. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il est tombé malade. Papa, s'il te plaît, tu me fais peur! Blake, arrête! Papa, c'est toi? Même un homme qui a le cœur pur et dit ses prières la nuit peut devenir un loup lorsque l'aconie fleurit et que la lune d'automne brille. Ça, les gens, c'est le court poème que vous pouviez entendre à plusieurs reprises dans les quelques films de la saga Wolfman, issus de la franchise médiatique Universal Monster, cet ensemble de films pas toujours très connectés, produit par Universal Pictures entre 1913 et 1956. Saga Wolfman portée par le film éponyme de 1941, écrit par Kurt Sidomak, à qui l'on doit précisément ce poème, contrairement aux légendes qui le voudraient, issu lui-même de légendes, et réalisé par George Wagner. Wolfman qui nous racontait l'histoire de Larry Talbot, incarné par Lon Chaney Jr., qui, de retour dans son village natal, est mordu par un loup-garou et hérite de la malédiction, se transformant ainsi en loup à chaque pleine lune. Il doit alors lutter contre sa nouvelle nature tout en étant traqué par les villageois, vous connaissez. Bref, Wolfman, c'est un classique du cinéma d'horreur. Le film a eu un impact durable dans l'imaginaire collectif, a fortiori qu'il est devenu à l'époque le premier et seul monstre d'ailleurs d'Universal à être joué par le même acteur dans toutes ses apparitions au cinéma dans les années 40. Dans Frankenstein contre le loup-garou en 1943, dans La maison de Frankenstein en 1944, dans La maison de Dracula en 1945 et dans Denigo contre Frankenstein de Charles Barton de 1948. Je ne l'ai pas vu, mais le titre est incroyable. Et puis, plus de loup-garou pendant des décennies. Mais tout ça n'était qu'une question de temps avant que Wolfman revienne sur grand écran, d'abord avec l'ennuyeux remake et énorme bide en salle des années 2010 de John Johnston avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, mais surtout avec la volonté régulièrement affichée depuis les années 2010 du groupe de relancer son Monsters Universe dans l'objectif d'en faire, les gens, une grande franchise médiatique d'action interconnectée, sobrement baptisée le Dark Universe.
parce que c'est vrai que l'action, c'est le premier truc qui vient à l'esprit quand on pense vampire, loup-garou, Frankenstein, oui bien sûr, des patates dans la tête de Dracula, absolument, c'est à ça qu'on pense, d'où le lancement en grande pompe de ce grand cinématique univers avec son premier film, le très actionneur La Momie d'Alex Kurtzman de 2017 avec Tom Cruise, premier et dernier film du coup, devant l'échec critique et le relatif échec commercial du film au box-office, il en était déjà fini du Dark Universe. Bye, salut mon pote, parti à tout jamais dans les ténèbres. Le nom sera réutilisé des années plus tard, en 2024, cette année, pour nommer des sections des parcs Universal. Sacrée réussite, mais tapis dans l'ombre, les petits gars de Blumhouse Productions, la célèbre société de production américaine de films d'horreur fondée par le producteur Jason Blum, signent début 2019 un contrat avec Universal, avec qui ils étaient déjà partenaires privilégiés. La plupart des films Blumhouse sortis en salle depuis 2014 étant détenus et distribués par Universal Pictures. Un contrat de licence qui va permettre à Blumhouse de reprendre les grandes figures du Universal Classic Monster pour produire tout un tas de nouveaux films, avec davantage un angle de film d'horreur cette fois-ci, merci, qui s'est concrétisé ces dernières années avec le plutôt chouette The Invisible Man de Lace Whannell de 2020, en attendant les futurs Frankenstein, Dracula, Van Helsing déjà annoncés, mais aussi Wolfman, dont vous venez de voir les premières images. Wolfman, nouvelle version, un film réalisé par Lace Whannell, encore lui, d'après un scénario de Lawrence Sucker Bloom, de Rebecca Angelo, de Corbett Tuck et de Lace Whannell lui-même, un remake du film de 1941, donc avec en vedette Christopher Abbott et Julia Garner. Le film devait originellement se faire avec Dwayne Johnson. Ça aurait été un sacré film d'horreur au pluriel. Puis sur un projet de Ryan Gosling, parce que j'imagine qu'il aime conduire des trucs. J'imagine, mais c'est finalement Lace Whannell qui a repris le projet après l'avoir initialement refusé. Grosse motive le gars, et le film nous racontera, avec quelques libertés cependant par rapport à l'histoire originale, l'histoire de Blake qui hérite de sa maison d'enfance dans un coin perdu de l'Oregon, où lui et sa famille vont venir passer quelques jours avant de se faire attaquer par un mystérieux loup-garou. C'est écrit comme ça dans le synopsis. Je sais pas ce que c'est, un loup-garou qui n'est pas mystérieux, mais soit. Bon, Blake il va commencer à se transformer, il va pas se sentir bien de ouf, il va rapidement regretter de ne pas avoir été casté pour jouer Jacob dans Twilight, a fortiori que le design du loup-garou avait été présenté quelques jours avant les premières images de cette bande-annonce et que c'est peu de dire qu'il n'avait pas fait l'unanimité. Moi je le trouve très cool, mais je vous laisse la surprise, je vous le montre pas si vous voulez, si vous êtes tenté de voir le film, parce que oui, je dois le dire, même si tout ça a l'air d'être un tout petit peu cheapos, ça fait du bien de revoir du loup-garou sur grand écran. La figure du loup-garou, c'est un peu celle du mal-aimé, un de ces monstres du cinéma, voire dans la culture populaire au sens large, comme en témoigne par exemple la faible littérature scientifique sur le sujet par rapport à d'autres, ce qui m'a vraiment pas aidé pour l'élaboration de cette chronique, même si, merci, l'excellent Phases of the Moon, une histoire culturelle des films de loup-garou de Craig Hanman de 2020, une pépite qui participe enfin de redresser la barre et qui m'a bien aidé, à lecture plus que recommandé les gens, puisqu'il faut dire que précisément cette histoire culturelle du loup-garou est une façon de le sortir d'une corrélation qui a enfermé le monstre et ses représentations dans un seul cadre pendant des décennies, un seul cadre, celui de la métaphore de la bête intérieure. Sauf que le développement de cette conception de la bête intérieure n'est pas quelque chose d'anhistorique apparu avec le Big Bang où sont nés des quarks, des leptons et des bêtes intérieures. Non, bien au contraire, le développement d'une telle vision a été largement daté au 19e siècle. Ces années-là marquent un regain pour le mythe du loup-garou dans un contexte où le développement du romantisme contribue à sa réémergence comme source d'inspiration pour des œuvres littéraires dont une majeure partie se construit en rejetant l'inébranlable rationalisme des Lumières pour y préférer le mysticisme et l'occultisme comme influence culturelle pour l'art et la littérature. À cette époque, les gens, la fiction sur les loups-garous du 19e siècle alterne entre des interprétations sociologiques et psychologiques du mythe, l'homme loup étant tour à tour un autre social, en grande partie en lien avec la race, avec la classe, avec le genre, ou un autre en soi d'individus affligés, forcés de se réconcilier avec leur monstruosité. Des récits psychologisés de loups-garous fortement influencés par les développements de la psychiatrie et en particulier par l'intérêt
croissant des chercheurs de l'époque pour l'inconscient qui s'intéresse à la subjectivité ou à l'expérience intérieure, le 19e siècle ayant notamment vu l'esprit humain théorisé comme une opposition entre des composantes conscientes civiles et inconscientes bestiales, le tout largement consolidé, vous le savez, des années plus tard par l'œuvre de Freud. Et ce rapport à la bête intérieure et au récit psychologisé du loup-garou va tellement gagner en popularité que ceux-ci vont progressivement se présenter comme l'unique grille de lecture de la transformation, comme en témoigne un article de 2014 pour le magazine d'horreur populaire Fangoria, cité par le livre que je mentionnais il y a quelques secondes, article dont le rédacteur Craig Anderson résumait tout le courant du loup-garou à cette unique phrase, je la cite, « Le loup-garou est fondamentalement juste la bête intérieure, pas plus, rien de plus ». Gros travail journalistique, clairement on est sur un plateau de BFM en raison de la domination continue de la bête intérieure. Les dimensions culturelles du loup-garou à l'écran ont été négligées. Les lectures psychanalytiques ayant jeté les bases de l'étude du loup-garou dans la culture populaire et ayant largement participé de limiter le champ des possibles, alors que un rapide coup d'œil à l'histoire exceptionnellement riche de la transformation permet de lui réattribuer toute sa polyvalence, car rien à envier à celle des autres figures monstrueuses, rien de là. Les loups-garous ont pu être des figures de résistance aux notions chrétiennes de divinité, de création et de salut il y a 2000 ans, des vecteurs de messages chrétiens. Au contraire, lorsque les écrivains cléricaux ont travaillé à rationaliser une métamorphose populaire dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser dans le contexte du christianisme, la figure du loup-garou a aussi pu servir très concrètement à accuser des milliers de femmes de louvetisme pour les exécuter, notamment pendant les grandes vagues de chasse aux sorcières, mais aussi le loup-garou a été aussi cette métaphore xénophobe utilisée pour diaboliser les étrangers aux États-Unis, notamment les Amérindiens, et je passe des centaines d'autres utilisations possibles de la figure du loup-garou. Tenez, même dans le Wolfman de 1941, pourtant pas le plus avare en termes de représentation de choses en soi, il ne s'agit pas tant, lorsque l'on regarde tous les films bout à bout, d'une bête intérieure que d'une bête extérieure, où le personnage de Talbot est de plus en plus dépeint comme un Américain piégé dans une Europe fictive, dangereuse et instable, une bête extérieure, puisque comme toutes les autres créatures avant et après lui, le loup-garou est bien l'un des produits de son époque. Wolfman de 1941 étant aussi ce cauchemar d'une Europe indéterminée, le film sortant seulement quelques jours après l'annonce des États-Unis de déclarer la guerre à l'Axe. Au fil du film original, Talbot comprend progressivement qu'il est le tueur de nombreux crimes non résolus, qu'il est le meurtrier inconscient et réticent que bon nombre d'hommes ont été aussi alors que les États-Unis entraient en guerre à l'époque, d'où le fait que le film soit aussi très patriotique et très pro-américain dans son rapport au sacrifice noble. Bref, il est sans doute temps d'arrêter de toujours comprendre le loup-garou comme un monstre psychologisé et de lui redonner toute la complexité de son histoire, a fortiori dans ce moment si précis où l'intérêt pour de telles figures a été et est en train d'être renouvelé. Est-ce que c'est ce Wolfman nouvelle génération qui va redresser la barre? Pas sûr à 100%, vu les premières images de cette bande-annonce très centrée sur un père en pleine transformation, mais on n'est jamais à un coup de griffe d'une bonne surprise. Wolfman, ça sortira le 15 janvier 2025 dans toutes les bonnes salles, les gens, et il faudra y aller équipé d'une lampe frontale et de batterie de rechange, puisque n'oubliez pas, même un homme qui a le cœur pur et dit ses prières la nuit peut devenir un loup lorsque l'aconie fleurit et que la lune d'automne brille. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu parler de Orange. Vous le savez, cette start-up d'édition de manga qui a fait son entrée sur la scène nord-américaine de l'édition de bande dessinée au printemps 2024 en annonçant qu'elle travaillait à créer un monde où tout le monde apprécie des mangas. Comment on fait ça? Mais c'est vrai ça, comment on fait ça, Alex? Eh bien, de plusieurs façons, dont la plus importante d'entre elles est sans doute pour Orange la création d'une entreprise d'édition de mangas numériques, Emaki, qui proposera en partie des mangas traduits en anglais à la zob par une intelligence artificielle, histoire de quintupler l'offre anglophone. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais il se trouve que ça y est, le 3 septembre dernier, emaki.com a été lancé, plus proche d'un Amazon Kindle que d'un Shonen Jump. Le site propose des livrets électroniques à la vente sous forme de volumes complets à la carte, dont certains peuvent monter jusqu'à 18 balles le volume traduit par de l'IA. Faites-vous plaisir, les gens, 18 balles. Il n'y a pas de petits profits, il n'y a que des gros profiteurs. À l'occasion du lancement de l'application, l'équipe du site Comicsbeat a rencontré Lei Kuroda, la vice-présidente des produits et directrice internationale d'Orange, et c'est vraiment le florilège des déclarations déjà en liste pour les bullshitodors de cette année. Je cite: la touche humaine est un aspect très important de la localisation. C'est pourquoi nous utilisons des technologies d'intelligence artificielle pour rationaliser le processus de localisation. Quoi?
et autres. Beaucoup de gens pensent que nous sommes une entreprise d'IA alors que nous ne sommes en fait qu'une entreprise de manga. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Bref, Emaki, c'est parti, on va suivre ça dans l'émission. Mais je trouvais ça très intéressant de voir qu'Orange faisait de sacrés ronds de jambes pour masquer désormais autant de possible le fait qu'ils travaillent avec de l'IA suite à de nombreuses levées de boucliers des traducteurs et traductrices qui y voyaient là, et à raison, une atteinte sans précédent à leur profession. Bref, à suivre dans l'émission. On aurait pu prendre l'avion direction le Québec pour ce terrible constat posé la semaine dernière sur l'industrie de l'animation et des effets visuels québécoises, notamment par le syndicat IATSE. Ça fait froid dans le dos, les gens, cette industrie est juste en train de s'effondrer. Ces 20 derniers mois, c'est plus de 50%, les gens. 50%, la moitié des emplois dans ces secteurs qui ont été perdus, emportant avec eux 4167 travailleurs et travailleuses. Un effondrement plurifactoriel, évidemment, notamment lié aux grèves des scénaristes, des acteurs et des actrices d'Hollywood de l'année dernière, mais aussi et surtout lié à la révision du système de crédit d'impôt. Je vous passe les détails, mais en gros, a été instauré un plafond sur la part des contrats pour la production d'animation et d'effets visuels pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt, ce qui, de facto, a fait que bien moins d'œuvres et pour des sommes bien moins importantes qu'auparavant ont pu et peuvent en bénéficier. Résultat, les dommages portés à l'industrie et aux travailleurs et travailleuses sont colossaux, si bien est que la grande alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, l'IATSE, avec ses quasi 170 000 membres, s'est saisie du dossier et exhorte notamment les responsables du gouvernement du Québec à annuler le plafond de crédit avant que les dommages causés à la province ne deviennent permanents. Sauf que ça pourrait déjà bien être trop tard, tant nombre de studios majeurs ont juste déjà mis la clé sous la porte. Terrible, les gens. On aurait pu parler également, pour rester sur des chiffres et sur des crédits d'impôt, de l'Italie, qui la semaine dernière a donné plus de détails quant à la révision de son crédit d'impôt international. Vous le savez, ces dernières semaines, on en a beaucoup parlé dans l'émission. On a parlé des facilités de production au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Australie. On a beaucoup aussi parlé de la course au crédit d'impôt qui avait actuellement lieu en Europe. Eh bien, précisément, c'est dans ce cadre que l'Italie compte refondre son crédit d'impôt en maintenant le taux de 40%. Mais écoutez ça bien, c'est une nouveauté et je pense que ça va se répercuter sur tout un tas de crédits d'impôt dans tout un tas de pays différents, en interdisant l'allègement fiscal pour les dépenses liées à l'IA, sauf pour le cadre précis des effets spéciaux. Les productions étant obligées de révéler si l'IA a été utilisée ou non dans des œuvres réalisées sur le territoire italien et de proposer des contrats dont des clauses spécifiques permettent notamment aux acteurs-interprètes de ne pas consentir à l'exploitation de leur œuvre, de leur image, de leur performance par des systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est pas tout, puisque seront également introduites des nouvelles mesures en ce qui concerne le respect des conventions collectives pour les travailleurs et travailleuses, le respect du protocole contre le harcèlement, je rentre pas dans les détails. Bref, un peu de changement dans la façon dont sera désormais abordé ce crédit d'impôt en Italie et très prochainement, à n'en pas douter, dans bon nombre d'autres pays. Et il était par ailleurs temps que l'annonce de ces détails soit faite en Italie, l'incertitude entourant les changements apportés au crédit d'impôt ayant participé d'entraîner un ralentissement des tournages dans le pays cette année. On aurait pu rapidement mentionner que ça y est, les gens, ça y est, le film d'animation Vice Versa 2 était bien devenu le film d'animation le plus rentable de tous les temps, dépassant d'une courte tête le remake du Roi Lion de 2019 qui détenait précédemment le titre. Vice Versa 2 qui de fait est également devenu le 9e film le plus rentable de tous les temps à l'échelle mondiale et déjà, sauf retournement de situation, le film le plus rentable de 2024, tant au niveau national qu'international. Voilà, on ne doute pas une seconde que ça va motiver Pixar à réintégrer les 175 travailleurs et travailleuses mis à la porte cette année dans le cadre d'une rationalisation des coûts. En attendant, il y en a qui ont dû recevoir des sommes pas tout à fait rationalisées ces derniers mois, ça ne m'étonne pas. C'est clair. Et puisqu'on parle de licenciement, on aurait pu parler d'une nouvelle vague de mise à la porte qui a touché ces derniers jours l'industrie du jeu vidéo. On a appris par des employés anonymes chez le média Eurogamer que l'équipe d'assurance qualité, encore de chez Rocksteady, avait été réduite de 33 à 15 membres en raison des mauvaises ventes du jeu Suicide Squad, que la division jeux vidéo de Microsoft était loin d'en avoir fini elle aussi avec les plans de licenciement, son président Phil Spencer ayant officialisé jeudi dernier dans un email envoyé à ses équipes que 650 postes, 650 travailleurs et travailleuses allaient être éliminés de Microsoft Gaming. C'est aussi 90 développeurs et développeuses qui ont été mis dehors chez Tilting Point, l'habitué des jeux free-to-play. Ce à quoi on pourrait également ajouter la démission en bloc du personnel du studio Annapurna Interactive, notamment après que les discussions pour l'indépendantisation de ces dernières aient échoué.
c'est ouf. Et préparez-vous à de futurs licenciements chez Ubisoft, les gens, vu la catastrophique actualité du groupe ces derniers mois et a fortiori l'actualité boursière de ces derniers jours. Tout ça ne semble plus être qu'une question de temps. On aurait pu parler de ce chiffre aussi, de ce chiffre, les gens, de ce titre du média Screen Daily. Les studios d'animation japonais réalisent un chiffre d'affaires record de 2,34 milliards de dollars grâce à l'essor du secteur. Un chiffre énorme, mais surtout une augmentation de 30% d'une année à l'autre, selon le nouveau rapport de la société de données Teikoku Databank. Des chiffres, bien entendu, plus qu'aidés par les immenses succès de l'année 2023 qui ont été Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai et Le Garçon et les Hérons de Hayao Miyazaki. Des petites informations intéressantes tout de même dans ce rapport, indiquant par exemple que bon nombre de studios ont déplacé leurs ressources de production, délaissant de plus en plus la production d'animés pour la télévision au profit de productions originales pour les plateformes de streaming et d'adaptations cinématographiques de leurs animés à succès, que cette croissance importante de l'industrie touche bien plus fortement évidemment les grands studios dont 77,5% ont réalisé des bénéfices en 2023, ceux-ci possédant bien souvent une part des propriétés intellectuelles exploitées, ça aide. Bref, en gâteau global les gens, l'animation japonaise ne s'est jamais portée aussi bien, si bien est qu'en 2022, dernière année pour laquelle ces chiffres étaient disponibles, l'industrie au global, incluant les produits dérivés et les événements, valait 20 milliards de dollars. C'est colossal. Voilà, on aurait pu évidemment parler de ça. Vous l'avez vu, je l'ai vu, on l'a tous vu, et ça a toujours l'air aussi incroyable. Ma sœur est morte. Il n'y a plus que Jinx aujourd'hui. Et son rire abject, que j'aimerais lui arracher, lui enlever de la bouche à tout jamais. Je suis prête. Pour restaurer la paix au sein de la cité, vous devez déclarer la loi martiale sur le champ. C'est ceux d'en haut, nos vrais ennemis. C'est toi qui as deux doigts d'unir ceux d'en bas autour d'une cause. T'es un symbole. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voir tout cramer. Arcane saison 2, saison finale, ce sera donc en novembre et tout à l'heure aussi mortel que pour la première saison. C'est toujours produit par les Français et Françaises de chez Fortis Productions qui peuvent difficilement mieux porter leur nom. J'ai très longtemps hésité à en faire une chronique pleine tant il y a de choses à dire sur Arcane, témoin du boom de l'animation pour adultes, de la tendance au tout transmédia, à la diversification des propriétés intellectuelles dont le but n'est pas tant de faire vendre des skins sur League of Legends que de créer un grand univers cohérent sur toutes les plateformes possible. On aurait pu parler des représentations sociales dans l'œuvre, de l'esthétique, mais surtout de la narration de la série, très empruntée aux jeux vidéo. Bref, ça va être top, c'est en novembre, c'est un petit peu loin, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'il semblerait qu'on ait d'autres bangers à se mettre sous la dent avant ça. Ça, les gens, c'est Spiral Uzumaki, l'adaptation du manga d'horreur culte de Junji Ito, qui nous raconte l'obsession d'une ville et de ses personnages pour la forme spirale. Comme vous avez pu le voir à l'instant, l'adaptation animée en 4 épisodes, animée par Studio Drive et coproduit par Production IG et Adult Swim, suit au crayon près les lignes et les spirales du manga. C'est magnifique, l'ambiance a l'air lourde à souhait. Je pourrais vous parler des significations potentielles de ces spirales comme possible critique du néolibéralisme, mais je l'ai déjà fait dans un ancien soft
Power, donc je vous invite à réécouter si le sujet vous intéresse. Et 2, ça a l'air juste top et il me semble que ça suffit déjà pas mal. On en aura le cœur net la semaine prochaine, les gens, c'est le 28 septembre. Et on aurait pu aussi parler, ou plutôt on aurait peut-être dû continuer de ne pas parler de ça. Mais on joue à quoi exactement? Au loup-garou, papa. On joue au loup-garou. C'est la nuit. Tout le village s'endort. Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de Tierce-Lieu. Donc si vous voulez pas jouer, faut le dire. Moi j'ai mon aide dans 10 minutes là en fait. Moi j'attends un appel du cabinet. Ça ressemblait déjà à ça tout à l'heure? Mais bien sûr que non. J'ai des goûts de chiottes, mais pas à ce point-là. Vrai village médiéval. Vraie exécution. Merci pour les fringues. On est dans le jeu là, c'est juste évident. On va tous crever en 1497. Vous venez vraiment du futur. Je suis un artiste. J'aime bien me déguiser. Oui. Super. Comment on rentre chez nous? Pour gagner la partie, il faut démasquer tous les loups-garous et les éliminer avant qu'ils nous éliminent. C'est familial quoi. Où est Loulou? Allons-y. Et demain, on rentre à la maison. Promis. Les bêtes arrivent. Courage bonhomme. Faut pas retirer la flèche. Ah, ok. Ma faut plus toucher. Donc Loup-garou, une adaptation du célèbre jeu de société d'Asmodée issu de l'accord entre Media One et Asmodée Entertainment. François Usan à la réalisation, Franck Dubosc, Jean Reno, j'avais l'espoir, je l'ai plus. Et je sais pas pour vous les gens, mais je préfère passer directement aux recommandations de la semaine pour oublier. Il y a aussi cette idée qui, j'ai l'impression, a contaminé toutes les classes sociales, c'est celle de faire un pays. On ne visite pas le Japon, on fait le Japon, comme un item qu'on cocherait sur une liste. Et ça relève d'une rhétorique très consumériste qui, je trouve, est à se foutre en l'air, à l'aide d'un trampoline, bien sûr, avant de retomber en toute sécurité sur le sol. Et ça, c'est un sujet dont je trouve que les influenceurs ne s'emparent pas assez. Aujourd'hui, pour bien commencer les recommandations de cette semaine, je dois bien vous avouer que je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas ressenti un petit moment de répulsion en voyant un énième vidéo vlog sur le Japon. Que voulez-vous, c'est mon PTSD originel, hein. J'ai fait le Vietnam, moi les gens, et j'ai fait Kyoto surtout. Mais stupide ai-je bien été, comme le dirait Maître Yoda, tant cette première recommandation est une petite pépite. Déjà parce que tout est dans le titre, ceci n'est pas une vidéo sur le Japon, mais ensuite parce que pendant quasiment 1 heure, la vidéaste Lissy Brin nous trimballe de train en train dans la vie japonaise pour mieux nous parler, sous couvert d'un montage et d'un humour qui déboîte, de notre rapport au voyage, du rapport des influenceurs au voyage et de la façon dont ceux-ci et celles-ci les mettent en scène, se mettent en scène et continuent d'œuvrer à une industrie du tourisme et à la promotion de pays que la vidéaste travaille à remettre en perspective historique. C'est très bien foutu, très bien écrit et vraiment drôle. C'est clairement ma petite claque de cette semaine, aux côtés bien sûr de la dernière vidéo de la camarade H sur le lien entre open world dans le jeu vidéo et colonialisme, que je vous mets également en description parce que c'est toujours aussi un travail de ouf, mais ça vous y êtes déjà habitué. Bref, ceci n'était pas une vidéo sur le Japon sans doute, mais c'était bien la première recommandation de cette semaine dans Soft Power. De Gege Akutami. Et oui, elle est aussi là la triste réalité du job en 2024. On parle davantage de survie plutôt que de réel succès commercial. Alors certains me diront qu'on s'en fout des chiffres et que c'est une bonne chose que la qualité des séries prime avant tout, mais il serait quand même hypocrite de raisonner de cette façon, puisque l'on sait tous fondamentalement que le Jump a bâti sa légende en ne jurant que par les chiffres. Il faut savoir qu'une nouveauté dans le Jump n'a de base que 3 volumes maximum pour convaincre et se trouver une première base de lecteurs, ce qui explique pourquoi vous avez souvent une intrigue se résumant dans le premier tome, puis une seconde intrigue un poil plus ambitieuse, trouvant sa conclusion dans le 3e volume.
Pour faire court, le Jump c'est un peu comme le Real Madrid, on cherche le prestige. Les gens, s'il y a bien quelque chose qui est aussi vieux que la création du culte magazine de prépublication Shonen Jump au Japon, c'est bien l'annonce de sa mort, probablement contingente à celle de Nintendo, dont la disparition est toujours annoncée en grande pompe 2 jours avant que la firme du plombier casquetteux vende un jeu à 20 millions d'exemplaires. Et pourtant, si les chiffres de vente du Shonen Jump ne lui permettent pas réellement d'être inquiété, malgré une baisse importante de ceux-ci continuellement depuis les années 90, il faut reconnaître que la période actuelle est un moment tout à fait charnière dans l'histoire du magazine, où 2 des œuvres les plus vendues de ces dernières années, Jujutsu Kaisen d'un côté et My Hero Academia de l'autre, se terminent à quelques semaines d'intervalle. Et c'est précisément cette période que se propose d'interroger le vidéaste Otakult dans cette dernière vidéo, traitant tour à tour de la problématique du renouvellement, du nombre important de séries actuellement en ballottage pour leur conservation dans le magazine, du nécessaire rappel d'anciennes gloires du Jump, des potentiels succès à venir et plus globalement des nécessaires reconfigurations qui dans tous les cas s'imposent au magazine de prépublication. Bref, un plutôt chouette résumé de la part d'Otakult, même s'il faudra ci et là l'agrémenter de sources et d'analyses peut-être plus locales pour gagner en recul. La mort du Shonen Jump, c'est sur la chaîne Otakult que ça se passe, lien en description. Je suis tombé sur 2 articles assez similaires dans l'approche qui abordent ce sujet. Le premier de Stéphanie Bousse, qui date de 2009, et le second de Louis Paterno, qui date de 2014. Ce qui est intéressant à noter, c'est d'abord cette première affirmation de l'époque, un téléchargement égale une vente en moins. Si pour la FFIP et la RIAA, il n'y a aucun débat à avoir sur l'impact du téléchargement illégal sur l'industrie musicale, des études plus nuancées tardent pas à arriver. En 2002, avec le rapport Jupiter Mediametrics, en 2004, en 2012 et même en 2014, avec un rapport demandé par l'Europe elle-même. On pourrait aussi citer le... Vous le savez les gens dans Soft Power, j'aime bien vous parler régulièrement de téléchargement illégal, surtout sous son angle social et culturel, notamment pour répondre en partie à de nouvelles exigences d'un mode de production de plus en plus tourné vers des propriétés intellectuelles. Mais il manquait aussi, je trouve, de mettre en parallèle les mains dans le cambouis économique du tout pour éclairer la problématique du téléchargement sous d'autres angles. Et ça tombe très bien puisque c'est précisément ce dont parle la chaîne Esami dans sa dernière vidéo. Épluchant un certain nombre d'études sur la question, l'ami Esami révèle des effets beaucoup plus nuancés du téléchargement illégal que les classiques narratifs tout claquos des industries culturelles. Est-ce que le piratage fait perdre des ventes aux industries ? Pas sûr. Est-ce qu'il nuit à la production culturelle ? Probablement pas. Et certainement infiniment moins que le droit d'auteur par ailleurs. Est-ce que le piratage permet au contraire la conservation des œuvres ? Là par contre, on discute. Bref, même s'il y aura encore beaucoup à dire, c'est une chouette amorce au sujet que cette vidéo de Esami, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu ou téléchargé. L'incroyable utilité du téléchargement illégal, un titre qui force un peu pour un contenu qui fait tout le contraire. Là aussi, bien sûr, lien en description. Le projet qu'on veut faire, c'est quelque chose qu'on conscientise depuis très longtemps. Et alors ça, c'est terrible. Le cerveau, il a cette capacité d'éluder tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Le jeu de nos rêves, il marche incroyablement bien dans notre tête. Quoi de mieux pour bien terminer les recommandations de la semaine que de boucler sur un bon gros documentaire d'1h30 de la chaîne Tetril sur la question de la démocratisation des jeux vidéo de rôle japonais, des JRPG, mais francophones. Non, c'est pas bizarre de dire ça. Brossant sommairement les liens entre la France et le Japon en introduction, la chaîne Tetril nous invite rapidement à entrer dans le cœur de son sujet, l'influence des jeux de rôle japonais sur la production francophone et par ailleurs souvent leur réappropriation volontaire par cette scène du jeu vidéo, retraçant les échecs et les succès de la production de tels jeux en territoire francophone où bien souvent la production de jeux de rôle témoigne d'une ambition délétère pour bon nombre de studios. Le documentaire de Tetril a ceci de très chouette qu'il est régulièrement ponctué d'interviews de francophones ayant travaillé sur cette typologie de jeu. Ghislain Magrin qui a travaillé sur The Six Faction, Emma Delage qui a travaillé sur Alzara Radiant et Cause, et j'en passe. C'est toujours un peu le plaisir de voir des personnes directement investies dans ces sujets, en parler directement. Bref, un petit documentaire sympatoche, sans grande prétention pour bien commencer la semaine. C'est bien sûr en lien avec la description et c'était déjà la dernière recommandation de cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 27 septembre de 10h à midi.
Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de l'émission ou que vous souhaitez en réécouter les anciens numéros, direction les plateformes de podcast pour écouter ou réécouter Soft Power en audio et la chaîne YouTube pour toutes les VOD. Tous les liens sont bien sûr en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 63e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Griffe Noire à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, regroupez-vous et puis moi je vous dis ciao.